À la une ce soir, le préfet délégué par le gouvernement pour aider à lutter contre l'invasion des sargasses est en Martinique. À une semaine de l'arrivée de Nicolas Hulot, Serge Bideau a sillonné la côte atlantique. Il a pu constater l'ampleur des dégâts pour les communes. Les équipes d'EDF prêtes pour la saison cyclonique. Un inventaire du matériel a été réalisé ce matin au Lamentin. Environ 2000 références sont stockées en prévision d'arrachage de câbles par des vents violents. 7e jour du procès de Kevin Dour. Les experts se sont succédés à la barre aujourd'hui pour faire le point sur la personnalité du principal accusé. Le personnage a été décrit comme mystérieux. Enfin, premier jour de notre série consacrée aux porteurs de projets pour la Martinique suite aux assises de l'outre-mer. Coup de projecteur ce soir sur Daniel Labonne qui tente de développer un projet d'écotaxi pour transporter des personnes âgées ou à mobilité réduite. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le soutien annoncé par le gouvernement pour lutter contre les sargasses prend forme. À une semaine de l'arrivée de Nicolas Hulot, le préfet délégué pour coordonner les travaux est déjà arrivé en Martinique. Il a visité aujourd'hui les plages du Vauclin pour constater l'invasion. Après quelques échanges avec le maire, il a assisté au ramassage manuel des algues brunes. C'est un reportage de Loïc Régis. Nous avons des arrivées régulières, donc les sites de stockage se saturent rapidement. Un énième cri d'alerte face à cette situation où tout le monde semble dépassé. C'est dans ce contexte de crise des sargasses que Serge Bideau s'est rendu aux Antilles. Il est chargé de trouver un plan d'action pour lutter contre les algues. Je suis là pour me rendre compte et coordonner un plan national. Donc simplement, voilà, donc vous voyez, vous me demandez comment se passent les élus sont là, ils sont tout à fait cordiaux, ils ont des besoins et on est là pour les accompagner. Les mots ne rassurent pas forcément le maire du Vauclin. Raymond Collier fait partie des élus qui connaissent le plus de difficultés avec les arrivages massifs de sargasses. Il réclame des solutions concrètes. Faisons des propositions claires. Nous souhaitons qu'un barrage soit installé à titre expérimental en union avec les villes voisines de François, de Robert, Marigot, enfin les autres villes qui sont impactées. Et nous attendons de voir le plus rapidement possible quels sont les fonds qui seront débloqués pour cette opération. En attendant d'éventuels fonds et davantage de moyens matériels, ce sont les hommes qui retroussent leurs manches. Une équipe de sapeurs-pompiers s'occupe du ramassage manuel à la Pointe-Fola. Nous sommes service public et donc nous avons été commandités par le SDIS, directeur départemental d'incendie et de secours, pour pouvoir prêter main forte à la municipalité du Vauclin pour pouvoir effectivement faire du ramassage sargasse. Une intervention satisfaisante pour les commerçants de la place qui attendent néanmoins plus de résultats. Ils sont une dizaine à souffrir de la présence des algues. L'activité est à l'arrêt. Déjà une perte d'exploitation de 80%. J'avais employé 6 filles pour pouvoir travailler en saisonnier. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais faire vu que les sargasses sont arrivées en gros nombre au mois de mars. Mais j'ai décidé de les garder, mais c'est très très dur pour moi. Une visite qui précède le déplacement très attendu de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique sera présent en Martinique les 10 et 11 juin. Les équipes d'EDF se préparent pour la saison cyclonique qui a officiellement commencé le 1er juin dernier. Un inventaire du matériel a été réalisé pour vérifier les stocks. Le matériel sensible a été renforcé en vue des éventuels vents violents qui pourraient casser des câbles et provoquer des coupures de courant. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. Ces jours d'inventaire pour les responsables des stocks de matériel d'EDF. Là, ce sont des supports basse tension ou 20 000 volts? Là, c'est les supports basse tension. Pour la période cyclonique, 350 supports métalliques, une quarantaine de transformateurs en plus ont été commandés. On a augmenté notre stock de plus de 20% pour pouvoir faire face à la période cyclonique. Bien sûr, le choix du matériel est fonction de l'expérience qu'on a tirée des cyclones précédents. Et donc voilà, donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de faire le point, de vérifier que toutes les commandes que nous avons passées sont bien reçues et que les quantités que nous avons souhaité avoir pour la période cyclonique, qu'on les a bien. Lors des épisodes cycloniques, le réseau aérien de lignes électriques est le plus impacté. Un stock de câbles a donc été également fait en conséquence. Aujourd'hui, 40% du réseau est encore aérien. Notre objectif, ce n'est pas d'enfouir 100% des lignes parce que ça représente des investissements conséquents. Notamment, les endroits où nous avons enfoui le réseau, c'est parce que nous étions dans des configurations de terrain qui obligeaient à passer en souterrain. Aujourd'hui, il n'y a pas une nécessité réelle de passer tout notre réseau en souterrain.
En aérien, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, lorsqu'on doit pouvoir intervenir, c'est beaucoup plus rapide, alors que sur du réseau souterrain, vous devez faire une tranchée, faire du terrassement, emmener des moyens beaucoup plus lourds et qui, pendant ce temps, la clientèle, elle est coupée. Toujours sur le réseau aérien, 50% des incidents relevés après un cyclone sont dus à des problèmes d'élagage. Pour limiter les dégâts, des chantiers sont menés sur tout le territoire, comme ici au quartier Pelletier au Lamentin, avec une intensification des opérations à l'approche de la période cyclonique. Depuis quelques années, nous prenons la question de l'élagage très au sérieux. C'est pas loin de 4 millions injectés pour l'élagage. Tout cela s'organise, il y a une planification. Donc aujourd'hui, nous avons fait une coupe sous une essence lente. Donc on va revenir ici dans un an pour pouvoir encore faire l'élagage. Donc aujourd'hui, on a répertorié nos réseaux, nos essences, soit pousse lente, soit pousse rapide, de façon à pouvoir programmer les repasses. Chaque année, les équipes d'EDF dirigent près de 500 chantiers d'élagage et d'abattage, rien que sur le centre de l'île. 7e jour du procès de Kevin Dour. Après son audition d'hier, les experts se sont succédés à la barre aujourd'hui pour faire le point sur la personnalité du principal accusé, un personnage qui a été décrit comme mystérieux. Compte rendu d'audience d'Alizé Lutran et Michelet François. Plusieurs experts psychiatres ont donc dressé le profil de chacun des accusés via visioconférence. Si pour la plupart un bilan a pu être établi, certains ont été qualifiés de maniaco-dépressifs. Eh bien pour Kevin Dour, c'est une toute autre affaire. Jusqu'ici, il a toujours refusé de faire état de sa santé mentale. L'expert en psychiatrie a expliqué qu'il avait du mal à percer à jour le principal accusé. Incarcéré depuis 4 ans et demi maintenant, cela fait 4 ans qu'il est en isolement. On sait simplement que l'isolement le pèse. Au début de sa détention, il s'était tailladé le poignet gauche, un geste non pas suicidaire, mais pour protester contre ses conditions d'incarcération. Kevin Dour, personnalité complexe et un mutisme qui ne joue pas toujours en sa faveur. Demain, c'est une journée importante qui s'annonce. Les plaidoiries des avocats débuteront et puis nous connaîtrons les réquisitions du parquet. Au chapitre politique, les élus de la CTM sont réunis en séance plénière pour 2 jours. L'Assemblée d'aujourd'hui a été présidée par Yann Monplaisir, premier vice-président, de façon très apaisée, compte tenu des récentes déclarations du président du Conseil exécutif à son encontre. 110 dossiers sont soumis au vote, dont l'approbation du plan de financement prévisionnel de l'opération de construction d'un aérodrome à Basse-Pointe. Voyez les précisions recueillies par Guy Raphaël René. Ce n'est pas un aéroport, c'est un aérodrome. Donc d'abord, c'est une volonté politique qui était déjà inscrite au schéma d'aménagement régional, le SAR. C'est Cap Nord qui le portait. Le Cap Nord a proposé au président Marie-Jeanne de voir si la CTM était d'accord pour le porter. Nous l'avons présenté en plénière, ça a fait l'unanimité. L'unanimité. Ce que j'ai présenté aujourd'hui en plénière, c'est le plan de financement de l'étude. L'étude. Ce n'est pas encore le plan de financement de l'aérodrome. Donc nous allons faire les études, nous avons mis en place un comité de pilotage qui réunit tous les élus du Nord réunis à Cap-Nord, la maire de Basse-Pointe, les chambres consulaires, pour étudier cela. Le terrain a été choisi, c'est à Moulin, je crois Moulin avant, sur le territoire de Basse-Pointe. L'analyse a montré qu'il est nécessaire dans notre île qu'au cas où il y a un problème sur notre aérodrome qui est au Lamentin, qu'on puisse avoir un aérodrome de secours. Mais également, vous avez vu que sur l'aéroport du Lamentin, il y a à la fois des avions privés, des écoles de pilotage. Beaucoup, les professionnels ont dit que c'était intéressant de séparer ces 2 types de trafic aérien. Donc ça servira pour les écoles de pilotage, ça servira pour l'aviation privée et éventuellement de pistes de secours. Et s'il y a un cataclysme en Martinique, mais les secours pourraient nous arriver des îles voisines par là. En bref, les élus du Nord Caraïbes interpellent la directrice régionale des finances publiques suite à l'annonce non officielle pour l'instant de transfert de la trésorerie basée à Saint-Pierre vers la commune de Trinité. Au vu des nombreux dysfonctionnements déjà mis en lumière par les maires du Sud qui ont subi une centralisation du même genre, ils demandent à être associés aux décisions prises par les services de l'État.
Une nouvelle thérapie révolutionnaire contre l'hépatite C. C'est ce que vient présenter au CHU de Martinique Tariq Assela, médecin et pathologue. De gros progrès ont été réalisés ces dernières années et le traitement qu'il propose serait efficace à 95%. La maladie dite silencieuse toucherait environ 1 millier de personnes en Martinique et en Guadeloupe, dont principalement des femmes. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalono. Les facteurs de risque de l'hépatite C, c'est avoir une transfusion sanguine avant les années 1992, parce qu'on ne connaissait pas ce virus, on n'avait pas de test diagnostic. Donc c'est une raison pour laquelle les personnes qui ont une transfusion dans le passé sont à risque d'avoir l'hépatite C. Et c'est vrai que certaines femmes qui ont une transfusion au cours d'un accouchement, d'une césarienne, d'une complication, peuvent être à risque d'avoir l'hépatite C. Mais tout le monde peut avoir l'hépatite C, parce qu'on peut l'avoir attrapée par une chirurgie dans les hôpitaux avant les années 92, par des tatouages, par un usage de drogue intraveineux, dès qu'il y a un risque de passage du sang vers le sang d'une personne contaminante vers une personne qui se fait contaminer. Et comme c'est silencieux, c'est très important de dépister, parce que maintenant on a des nouveaux traitements, mais c'est très différent l'hépatite C de l'hépatite B, du VIH, où c'est des traitements de maintenance qu'on garde à vie. Pour l'hépatite C, on guérit définitivement. D'où l'importance, toute personne dépistée sera guérie si elle est traitée. Et donc c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage. Si on a un dépistage mais que derrière on n'a pas de traitement, bon, c'est vrai que les gens sont moins enclins à se faire dépister. Mais là, toute personne dépistée sera guérie. Donc c'est un message d'espoir optimiste très important. Et notez qu'une conférence à ce sujet est prévue ce soir 20h à l'hôtel Batelière. Attention, la qualité de l'air est mauvaise en ce moment. L'indice du jour était de 8 sur 10 et cela devrait empirer demain puisque nous passerons à 9 sur 10. Une brume de sable épaisse traverse actuellement notre territoire engendrant une hausse des concentrations en particules fines dans l'air. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Michelet François. Aujourd'hui, Madininer a déclenché une procédure d'information et de recommandation puisqu'on risque de dépasser le premier seuil sanitaire qui est de 50 microgrammes par mètre cube. On risque toujours demain de dépasser ce premier seuil, mais il y a potentiellement un risque de dépasser le deuxième seuil. Donc pour l'instant, on maintient sur prévision la procédure d'information et de recommandation pour mercredi. Et il faudra être attentif dans la journée pour voir s'il y a une évolution du phénomène de pollution. Pour les personnes les plus sensibles, il faut éviter surtout les activités physiques intenses, donc notamment les enfants. Demain, c'est mercredi, c'est les jours des activités, donc faire attention à tous les efforts prolongés et qui nécessitent un volume d'air important. Et puis éviter de se promener vers des axes routiers denses. Et si possible, limiter l'usage de la voiture qui est source d'émissions de particules fines. Et parmi les pistes pour réduire la pollution dans l'air, il y a la possibilité de passer à l'utilisation de voitures électriques. Justement, EDF a inauguré aujourd'hui en Guadeloupe un dispositif de recharge intelligente appelé Drive, une solution présentée comme parfaitement adaptée aux spécificités des Antilles. Voyez les explications de Linda Kaersi. EDF Archipel Guadeloupe est résolument tournée vers la transition énergétique. Aujourd'hui, elle mise sur le Drive, dispositif de recharge intelligente de véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'on sait que le véhicule électrique est en train de se développer. Aujourd'hui, quand on regarde les consommations d'énergie en Guadeloupe, c'est 70% pour le transport et 30% pour l'électricité. Donc si on veut aller vers l'autonomie énergétique, forcément, ça passe par le déploiement du véhicule électrique. Sauf qu'aujourd'hui, la production d'électricité en Guadeloupe, elle est encore fortement carbonée à partir de charbon et de fioul. Et que donc si on laisse les choses se faire naturellement, quelque part on va remplacer de l'essence dans la voiture par plus de fioul ou plus de charbon dans une centrale, ce qui n'est pas vertueux. Ce concept de mobilité électrique se veut innovant et durable. Il n'a besoin que d'énergie solaire et du signal réseau EDF pour minimiser l'impact sur l'environnement et sur le système électrique de Guadeloupe. La puissance instantanée fournie par les bornes va se dimensionner par l'ingénierie réalisée par Green Technology et va être aussi pilotée, donc c'est ce qu'on a présenté ce matin avec EDF, va être aussi pilotée via l'open data, donc un signal qui est émis par une plateforme d'EDF qui va dire à quel moment nous sommes dans une position favorable ou dans une position défavorable pour la recharge du véhicule. Donc cette borne a tout un système intelligent qui va permettre de recharger de façon optimale votre véhicule en fonction de la disponibilité du réseau, en fonction de la disponibilité des panneaux photovoltaïques qui sont situés juste au-dessus de notre tête. Et le surplus d'énergie solaire produit permet automatiquement l'alimentation en électricité d'un bâtiment proche.
La spécificité de Drive est particulièrement adaptée pour les flottes de véhicules d'entreprise et pour les collectivités. Un plein de véhicules électriques équivalent 600-700 km, c'est à peu près 10 € sur le réseau, mais bon, c'est quand même carboné, et c'est à peu près 25 € en solaire, comparé à 70-75 € et ça va augmenter puisque le prix du pétrole augmente si vous allez à la pompe. Donc c'est une technologie supérieure aux véhicules thermiques avec des kilométrages aujourd'hui de 300 km. Qui fait 300 km dans une journée en Guadeloupe? EDF Archipel Guadeloupe et ses partenaires, notamment l'ADEME, proposent une aide au financement des bornes de recharge intelligentes par le biais du programme Advenir. Ce dispositif, qui concerne les parkings d'entreprises et les immeubles collectifs, offre une prime allant jusqu'à 1 860 € par point de recharge installé. Aujourd'hui, 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Cette année, c'est l'Inde qui accueille les manifestations, mais la Guyane n'est pas en reste. Une série de conférences et de débats est proposée autour du thème de cette année, la pollution plastique. Gaël Wassim a assisté aux échanges. Regardez. Préserver notre nature est-elle importante en Guyane? La réponse ne se pose plus pour la centaine de jeunes qui étaient réunis ce matin à l'université de Guyane. Allant de l'école primaire au lycée, les écoliers sont venus chanter, exposer et sensibiliser leurs pairs à l'entretien de cette nature omniprésente dans notre département. On va dire c'est pour initier d'autres jeunes à aider la planète en fait. Comment dire ça? C'est pour voilà, le recyclage. Pour nous c'est très important en fait. De retour de Lisbonne, les jeunes du lycée Jean-Marie Michaud sont venus rendre compte de ce qu'ils ont pu présenter à 10 délégations européennes. On a présenté la Guyane tout d'abord et puis on a dit la biodiversité, l'eau, les problèmes aussi, les risques et on parlait de l'orpaillage illégal, la pollution. On a travaillé sur les prix d'Yigi, on a parlé de Petit Saut, tout ce qu'il y avait sur Petit Saut, tout ce qui se passait. À Yigi aussi, les pollutions, l'eau polluée à Petit Saut, on a parlé de ça. On a montré la Guyane aux 10 pays différents qu'il y avait, la Géorgie, l'Espagne, l'Italie. Pour le rectorat, partenaire de l'événement, la sensibilisation est une période clé. Le but, c'est de sensibiliser les élèves de la Guyane à leur environnement local et territoire et inciter tous les élèves des établissements à mettre en place des actions pour responsabiliser les élèves à leur environnement. La CEPANGUI, présente elle aussi en tant que partenaire, suit les différents établissements en vue de mettre en place diverses actions au cours de l'année. C'est important, la journée mondiale de l'environnement. Voilà, désolé pour la qualité du son de ce reportage, mais restez avec nous à suivre dans cette édition. Julien Kerr est de passage en Martinique dans le cadre de sa tournée pour fêter ses 50 ans de carrière. Il en profitera pour présenter son nouvel album demain soir au Grand Carbet. Et puis, la piscine du Saint-Esprit a ouvert ses portes depuis 15 jours maintenant. L'heure est aux inscriptions pour les cours de natation. Mais avant, parlons du Grand Tchèque, Grand l'Esprit, plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive. C'est le titre du dernier ouvrage d'Olivier Ernest Jean-Marie, qui est d'ailleurs notre invité de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous présentez votre livre comme une invitation à rompre avec le fatalisme qui étreint la Martinique. De quel fatalisme parlez-vous exactement ? Du fatalisme qu'on entend, qu'on croise un petit peu dans la rue, qu'on entend sur les médias, sur le fait que il y a une fatalité qu'on ne peut pas changer. Et moi, je pense qu'il y a une marge de manœuvre qu'on peut avoir prise sur le réel. On peut transformer la réalité, on peut se transformer soi-même et on peut transformer la manière dont nous vivons ensemble, dont nous décidons ensemble, dont nous faisons ensemble. Alors, parmi les pistes proposées, il y a une proposition d'élection sans candidat. Je vous laisse expliquer le concept, parce que je ne suis pas très sûre d'avoir tout compris. Dites-nous comment ça pourrait se passer. C'est un des outils de l'intelligence collective. Et c'est donc, puisque quand on parle d'intelligence collective, il faut aussi donc la mettre en pratique. Et donc l'élection sans candidat, c'est permettre en fait dans une association, dans un groupe donné, de choisir un candidat sans qu'il y ait de campagne électorale. Parce qu'on sait bien qu'on est bien placé pour le savoir que les campagnes électorales ne sont pas les moments où
on diffuse le plus de sérénité, où on réfléchit le plus posément. Et l'idée, c'est que c'est un outil qui est mis en place. Mais c'est le moment de présenter son projet aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais on sait bien que, pris dans la fièvre politico-médiatique, on assiste à beaucoup de débordements. Donc ça, c'est un des outils. Il y a aussi le vote majoritaire. Et il y a donc des forums, le World Café. Donc tout ça, ce sont des outils pour prendre des décisions. Jusqu'à 2000 personnes peuvent se réunir et réfléchir ensemble et prendre des décisions, comme le forum ouvert, par exemple. Et donc, ce sont des outils que je décris. Parce que souvent, on me dit, mais c'est pas possible que tout le monde décide ensemble. Il faut qu'il y ait une tête et puis que les autres suivent. Un peu, parce que sinon, ça met 100 ans à prendre une décision. C'est parce qu'on n'a pas essayé les nouveaux outils. Il y a eu des innovations. Quand chaque personne donne son avis, ça peut oui, il suffit. Beaucoup de temps avant d'avancer. Oui, mais si on a des règles, on a une organisation, c'est possible. Et ce que je propose, c'est qu'on les expérimente, qu'on les vive, avant de porter des jugements qui sont plutôt issus de nos conditionnements. Alors, autre piste, mobiliser le potentiel de création et d'action des citoyens, c'est-à-dire d'avoir plus confiance en nous. Vous posez d'ailleurs la question, est-ce que nos élus font ce qu'il faut pour nous encourager à évoluer? Je vous pose alors la question, est-ce que selon vous, les élus font ce qu'il faut? Aujourd'hui, en Martinique, c'est pas très lisible pour moi. C'est pas très lisible pour moi et moi, je plaide pour une plus grande lisibilité de l'action publique. Et j'estime que permettre aux Martiniquais de définir leur projet personnel et de voir comment ça peut s'insérer dans le projet collectif, pour moi, c'est une priorité. Ça doit être la priorité de l'action publique. Donc, développer les capacités de chacun d'entre nous pour pouvoir choisir sa vie, choisir son métier, choisir ses formations et s'épanouir en fait. Donc l'épanouissement personnel, pour moi, doit être la priorité que doit viser donc, le politique, mais ça doit être aussi le marqueur, donc l'outil qui va permettre d'évaluer les politiques publiques. Est-ce que aujourd'hui la politique permet au plus grand nombre en Martinique de s'épanouir, de choisir sa vie, de choisir son métier? Ce n'est pas vraiment le cas, compte tenu donc, du taux de chômage que nous connaissons, compte tenu des 4000 jeunes que nous perdons chaque année. Et selon moi, le but du politique, c'est de créer les conditions d'un épanouissement individuel articulé à un épanouissement collectif. Alors justement, vous étiez candidat pour figurer sur la liste de Martinique citoyenne, mais vous n'avez pas été tiré au sort, puisque je rappelle que c'était sur tirage au sort qu'on décidait de ceux qui seraient sur la liste. Alors vous aviez des projets, très certainement, pour la CTM. Que pensez-vous des projets qui sont réalisés en ce moment? Est-ce que ça correspond à vos attentes ou vous avez d'autres propositions? Écoutez, j'ai d'autres propositions que je présente ici, puisque certains de ces travaux s'inspirent donc des travaux de Martinique citoyenne lors de ces élections-là. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de lisibilité sur ce que font les élus. Ce qui est sûr, c'est que les élus travaillent. Il n'est pas question de dire qu'ils ne travaillent pas. La difficulté, c'est qu'on a du mal à évaluer ce qu'ils font, à mesurer ce qu'ils font au regard de ce qu'ils avaient promis. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il était question qu'au mois de décembre, on ait une première évaluation des politiques publiques qui était prévue dans le contrat de mandature donc du Grand Assemblée, Payer en chance. Et aujourd'hui, on n'entend pas parler de cette évaluation des politiques publiques qui va permettre de comparer ce qui avait été annoncé à ce qui a été fait effectivement ou pas fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà dire si vous serez candidat pour les prochaines élections de la CTM? Alors, personnellement, non, je ne serai pas candidat parce que j'ai compris que les élections, ce n'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Bon, mais vous avez plein d'idées, plein de projets? Ah oui, mais on peut avoir des idées, on peut contribuer, on peut soutenir des candidats, mais être candidat, ça ne correspond pas à mon projet de vie et donc, personnellement, je ne serai pas candidat. D'accord. Vous avez déjà des candidats que vous envisagez soutenir en tête ou pas? Oui, il y a des idées qui me paraissent intéressantes chez nous Pepla. Il y a des idées intéressantes qui me paraissent intéressantes aussi chez les ateliers Chelchewa, donc à Chelcher par exemple. Donc tout ce qui donne une place au participatif, au collaboratif, au positif, aura mon soutien. Oui. Très bien, merci à vous. C'est moi. Alors juste pour dire que j'invite tous les positifs de Martinique à venir me rencontrer samedi 9 dans l'après-midi à la Galeria, à la librairie antillaise. Séance de dédicace. Séance de dédicace.
Voilà, donc je rappelle l'ouvrage « Grand Tchè, grand l'esprit, plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive ». Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Parlons maintenant du projet lancé dans le cadre des Assises de l'Outre-mer en décembre dernier, à savoir trouver des porteurs de projets pour la Martinique. Le concept prend forme. 4 candidats ont été sélectionnés et nous vous les présenterons jusqu'à vendredi. Coup de projecteur ce soir sur Daniel Labonne, responsable d'une association de quartier qui tente de développer un projet d'éco-taxi pour véhiculer à moindre frais les personnes âgées ou à mobilité réduite. Alizé Lutran et Michelet François l'ont rencontré. Regardez. Aujourd'hui, Daniel vient chercher Marie-Thérèse. Bonjour jeune homme. Comment tu vas? Nous allons. Aujourd'hui, on va faire les courses. On est prête? Ce serait judicieux. Tu as les cabas? Tout ce qu'il faut, bon, je pense. Je t'en prie. Si j'ai oublié quelque chose... Attends, laisse-moi ouvrir pour toi. Franchement, ça ira. Depuis qu'elle s'est blessée au genou, impossible de marcher jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche pour aller faire ses emplettes. Avec sa voiture semi-électrique, Daniel sillonne les ruelles escarpées du Verpré, là où personne ne serait venu chercher ceux qui ont du mal à se déplacer. On avait déjà fait l'observation, il y a eu demande puisqu'on travaille au sein de l'association avec les seniors qui nous montrent qu'il y a cette problématique, qu'ils ont besoin, en cas de coup dur, en cas de défaillance de la famille, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Ça va, Mme Juboyot? Oh, bah, ouais. Ça se passe bien? On va le faire aller. Pour l'heure, Daniel dessert uniquement les bourgs du Lamentin, du Robert et de Fort-de-France. En plus d'être écologique, son système de taxi, qui fait ici ses premiers kilomètres, se veut solidaire. C'est de faire en sorte à ce que les prix soient de plus en plus le plus minime que possible pour que les seniors puissent s'y retrouver. Donc le but c'est de faire sortir de l'isolement et vraiment là où ils sont fragilisés par rapport au fait que le porte-monnaie diminue avec le vieillissement. Donc à ce moment-là, ils peuvent prétendre quand même à un transport afin de se déplacer de manière plus aisée. De retour des courses, Marie-Thérèse semble revivre. C'est plus qu'une bonne idée. Je ne sais pas comment interpréter le plus, mais c'est quelque chose qui serait faramineux. Je vis seul ou peu importe, ben la voiture est en panne, peu importe. Là, on a quand même, comment dirais-je, un moyen d'aller voir le médecin, qui peut être à Pétauchna, qui ne peut pas venir jusqu'à chez vous non plus. Dans quelques jours, Daniel sera peut-être l'un des 19 lauréats du concours Assises Outre-mer. À la clé, un chèque de 10 000 €, même s'il n'était pas récompensé. Daniel compte bien faire démarrer son transport de proximité, coûte que coûte. Pas de souci. Ah ben on y est arrivé. Ben il fallait bien. Et notez que vous pouvez voter pour le projet que vous soutenez jusqu'au 13 juin prochain sur le site www.assisesdesoutre-mer.fr, le tout attaché. Julien Clerc en tournée pour fêter ses 50 ans de carrière fait escale en Martinique. Il sera en concert demain soir 20 h au Grand Carbet à Fort-de-France. Il présentera son répertoire qui a touché des millions de fans tout au long de sa carrière et en profitera pour présenter son nouvel album. Loïc Régis l'a rencontré cet après-midi. Regardez. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois pour te plaire. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Oh oui, je sais, cette terre d'indifférence. C'est le tour de chant que nous présentons en métropole, dans cette tournée qui est bien longue puisqu'elle ne se terminera qu'au mois de décembre. Et c'est un spectacle avec finalement que des tubes. Et puis, au milieu du tour, je propose une liste de chansons et le public en choisit 3 ou 4 chaque jour. Voilà. Je vous aime. Je vous aime. Vous êtes ma mère, je vous ressemble. Et tout ensemble, mon enfant. J'ai cherché des auteurs toute ma vie pour qu'ils mettent des mots sur mes musiques. Et puis, j'ai la chance d'être encore créatif quand je me mets derrière un piano. J'ai la chance de toujours m'amuser énormément en faisant ce métier. C'est très important parce qu'on ne parle pas toujours de ça, mais le côté ludique est très important. Donc ça m'amuse toujours autant
d'inventer des chansons et de les chanter pour le public. Allez, on reste tout près de vous en venant à votre rencontre dans les quartiers. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène au Saint-Esprit à la découverte de la piscine communautaire qui accueille le public depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Il a fallu attendre 3 ans pour sa réalisation. Aujourd'hui, l'heure est aux inscriptions pour les cours de natation. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Au quartier Guédon à Saint-Esprit, voilà le nouvel équipement qui attise toutes les curiosités. La piscine communautaire du Saint-Esprit. Alors bien évidemment, on y trouve ce bassin de 25 mètres pour tout public, un autre de 12 mètres et puis juste là, un bassin pour les tout petits. On peut regarder, c'est juste là. Un bassin de 400 mètres carrés, un autre réservé à l'apprentissage, une lagune. Après 3 ans de travaux, la piscine communautaire de Saint-Esprit ouvre ses portes au public. C'était très attendu, donc c'est très bien, mais c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, il y a des petites imperfections. Moi, je trouve des questions sans réponse. Il faut revenir, il faut attendre. Je sais pas, un truc bête, comment fonctionne le bracelet, comment le serrer. Inauguré depuis seulement une semaine, forcément, on ne se bouscule pas à l'accueil, mais l'espoir reste permis. Il y a des heures pour le public, réservées au public. Donc, ils s'acquittent de nos droits d'entrée. Il y aura toujours une ligne pour le public. Et ça, très souvent, entre 16h30 et 19h en semaine. Le week-end, le samedi, c'est de 9h à 17h. Le dimanche, c'est de 9h à 13h. Côté encadrement, des maîtres nageurs sont mis à disposition du public. Premier constat, la structure plaît, même si tout n'est jamais parfait. C'est quand même un bel équipement. On a une bonne profondeur, 1,80 m au maximum. Donc c'est bien, l'eau est de qualité, je trouve que c'est un bassin de 25 mètres. Donc pour s'entraîner, c'est une bonne structure, je trouve. Le délégataire choisi, c'est la SOGES, jusque-là connue dans le domaine de la restauration scolaire. Une nouvelle compétence donc qu'il faudra gérer avec 900 000 € de charges annuelles. Ce n'est pas la première nature de la SOGES de gérer des équipements neufs, puisque c'est un équipement neuf. Et vont arriver d'autres équipements comme la piste cyclable, le moulin de Val d'Or, le centre nautique des Anses d'Arlet. En fait, tout va dépendre de nos actionnaires, puisque seuls nos actionnaires peuvent nous confier la gestion de service. 4,2 millions, c'est le montant global de l'enveloppe pour cette réalisation qui était initialement prévue sur 18 mois. Enfin, la structure est là. Maintenant, il s'agit de la faire fonctionner. En tout cas, c'est un bel équipement et puis il faut noter que les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire vont se prendre dès le 15 juin prochain. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez qu'en raison d'un problème technique, la livraison des repas dans les cantines de Fort-de-France a été effectuée tardivement aujourd'hui. Le maire s'en excuse et annonce que des mesures ont été prises afin d'assurer le bon déroulement du déjeuner dans l'ensemble des établissements scolaires dès ce jeudi. Autre information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking de l'hôtel de la CTM de 8h à 13h. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèpeia. À tout de suite.